C'est un vieux château, cerné de corbeaux, Après de longs mois de fermeture, le château de la Motte-Chandonnier rouvre ses portes au public, en toute sécurité. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast, dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Racheté par le biais d'une collecte de fonds, le château de la Motte-Chandonnier aux Trois-Moutiers, en ruine depuis son incendie en 1932, fait l'objet de travaux de consolidation pour éviter sa disparition. Après une longue mise en sommeil en raison du coronavirus, il a rouvert son accès depuis le 1er juillet. Les mesures sanitaires y sont renforcées pour un parcours qui permet désormais d'en faire le tour, mais aussi de pénétrer dans la cour intérieure. C'est à une visite que je vous convie aujourd'hui, au grand air et avec visière, d'où un son pas toujours de très bonne qualité. J'espère que vous m'en excuserez. Je commence donc la visite avec Adeline Mégimbir. Il a chargé d'accueil et du développement du château de la Motte-Chandonnier depuis, on va dire, fin août 2019. D'accord, déjà depuis un petit moment. Voilà. Vous commencez à connaître bien le château. Oui, je commence plutôt bien à le connaître. Ça vient de faire un an, donc voilà. Je connais bien le parcours, je connais bien l'histoire, les bénévoles qui sont ici depuis le début, depuis 2017-2018. Donc voilà, qui sont présents sur les chantiers, les événements, divers événements qui sont mis en place pour valoriser le domaine et puis surtout faire vivre le château tout simplement. Donc pour la visite guidée, normalement c'est une visite qui dure entre 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie en fonction des questions des différents visiteurs. Souvent on a des petits enfants qui nous posent des petites questions assez rigolotes, donc on prend le temps de leur expliquer comment c'était un château au XIIIe siècle, etc. Donc là on est au premier point de visite. Alors ici on est sur un point où on va plutôt parler de l'historique au XIIIe siècle. Donc là en fait ce premier point on a une partie très médiévale. Donc c'est pour ça qu'on parle en premier lieu à ce point-là. Donc on parle aussi des origines du projet de D'Artagnan, puisque c'est né avec une start-up D'Artagnan et une association Adopte un château. Et ensemble, ils ont eu l'idée de racheter collectivement des châteaux pour les sauver du péril, en impliquant du coup la population. Donc là, ici, on a 27 910 cochâtelains, donc copropriétaires, qui ont participé à l'achat. On peut encore être propriétaire ou c'est fermé là maintenant ? Alors pour l'instant, ça va être fermé. Il n'y a plus d'ouverture au capital. Je disais donc que le château date du XIIIe siècle. Il a été d'abord la propriété de Hugues de Bosset, donc, qui était un seigneur des environs du pays de Loudunais. Donc d'ailleurs ici en fait on a Motte de Bosset, juste au-dessus des Trois-Moutiers, qui montre bien que ce château appartenait à la famille de Bosset. Donc un château à Motte, c'est donc un château qui est sur une butte de terre artificielle ou naturelle. Et donc d'ailleurs le nom de Motte-Chandonnier est resté, notamment le nom de Motte. Chandonnier c'est venu un petit peu après avec des changements de propriétaires, avec des mariages, des choses comme ça. La famille de Chaunet va être propriétaire juste après la famille de Bosset. D'ailleurs le seigneur de Chaunet, Guillaume de Chaunet, était seigneur de Champdenier à l'époque. Donc c'est là que prend tout son sens du nom de Motte-Chandonnier. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Et puis après il va y avoir encore un mariage entre la famille de Chaunet et la famille Rochechouart. Et c'est là qu'on va passer dans l'ère de la famille Rochechouart, donc après le XVe siècle. Donc du XVe jusqu'au XVIIe siècle, on sera dans la famille Rochechouart. Voilà pour le premier point de visite. On va passer par ici. Donc il faut bien faire attention, puisqu'on est vraiment sur un château végétalisé, sur ce point de vue-là, on a uniquement la tour ronde qu'on appelle la tour médiévale aussi, avec l'érable qui sort de la fenêtre. Donc, je vais prendre une petite photo. On va continuer le parcours. Donc là, c'est
La visite se fait forcément guidée ou il y a visite libre aussi? Non, non, vous avez aussi la visite libre, c'est pour ça aussi qu'on a fait les panneaux de médiation. Déjà pour que les gens puissent, les visiteurs puissent avoir un point de vue, s'arrêter, forcer un petit peu à s'arrêter et avoir vraiment toutes les explications essentielles, je dirais, sur le projet, sur l'historique, sur la végétation aussi qui entoure le château. Alors ici on appelle ce point de vue le miroir d'eau. Bon, là malheureusement avec le vent on ne va pas avoir une belle vue bien lisse à travers les reflets de l'eau, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ici je parle principalement de la famille Rochechouart, puisque cette passerelle délimitait, donc c'est un point stratégique, elle délimitait d'un côté les parties agricoles et de ce côté-ci les jardins à la française. Donc autant de Rochechouart, autant de François II de Rochechouart, puisque lui va être exilé de la cour après divers événements historiques assez compliqués. Et il va être exilé ici au pays du Loudunais. Il va être obligé d'habiter le château pour plus longtemps qu'il n'avait prévu, puisque le château était considéré un peu comme une maison de campagne. Donc là, c'est là qu'il va faire des grands aménagements. Il va creuser les canaux qui se trouvent tout autour. Et qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va rajouter un haras avec plusieurs chevaux, des chevaux arabes, espagnols, anglais, etc. Voilà. Donc il va vivre 12 ans ici. Il va vivre une vie très faste, on va dire. Il va faire de grandes fêtes, des choses comme ça. Et donc au bout d'un moment, il va finir par se ruiner. Il va devoir abandonner le château à ses créanciers. Sa sœur va le racheter. Elle va également le revendre puisqu'elle va être également dans l'obligation de céder le domaine. C'est la famille de Lamoignon qui va racheter le domaine donc en 1685. Il ne va pas y avoir de grands événements qui vont se dérouler sur ces quelques siècles avec la famille de Lamoignon qui va ensuite le revendre à la famille de Maupeou. Enfin, c'est un mariage qui va se passer à ce moment-là. Et en fait, c'est François Fidèle Hennequart en 1809 qui va racheter le domaine. Et donc là, on va arriver à ce qu'on appelle la période de renaissance du château au 19e siècle. Donc on arrive ici à ce qui est une des plus belles facettes du château pour moi, qui est cette façade bien néo-gothique, néo-renaissance, ce que j'appelle le triptyque. Puisqu'on a vraiment un mélange entre l'architecture, donc la pierre de tuffeau, mais aussi l'eau qui se trouve juste en dessous avec les douves, et puis forcément la végétation qui sort. Il y a deux arbres ici que j'aime beaucoup particulièrement, c'est le chèvrefeuille qui descend en cascade du balcon, et puis surtout cet érable qui sort de la fenêtre à meneaux sans casser le meneau, ce qui est assez exceptionnel. Il faut savoir que les arbres qui sont ici sont vraiment très doux avec l'architecture. Comme on peut le voir justement, il faut savoir que les arbres poussent entre 5 et 10 cm par an. Et selon notre architecte paysagiste Arnaud Delacroix, normalement les arbres ont atteint à peu près leur niveau maximal, donc ne devraient pas se développer davantage. C'est pour ça, et c'est pourquoi qu'on reste dans une cristallisation, une restauration partielle, où on intègre vraiment la végétation à la restauration. Donc là ici, deux choses importantes à voir grâce à un effet d'optique, sachant qu'on est assez reculé. On va voir la ruine avec la végétation qui est juste devant. On n'a pas l'impression que les arbres sortent des fenêtres, et donc tout simplement qu'ils sont posés juste devant. Et l'autre chose, ce sont les douves, on ne les voit pas. Donc cet effet d'optique nous donne l'impression que le château est posé en plein milieu du champ. Voilà, ce sont les deux petites choses à voir à ce point de vue. Donc là en fait Marie, c'est Marie Ardouin, la fille de... Donc là on va expliquer un petit peu, on est où là ici? Donc c'est la chapelle du 19e siècle qui a été rajoutée par Aimée Alexandrine Ardouin. Avec les prénoms qui sont sur les vitraux, donc de ses petits-enfants, on a Juliette, Alexandrine, Amand, Augustine, Jules et Amélie. Et puis juste là, vous avez Marie qui est sa fille, Marie Ardouin, qui s'est mariée avec le baron, qui s'est mariée avec le baron Edgar le Jeune, et donc qui deviendra Marie le Jeune. Donc vous voyez, à chaque point de visite, on a un petit panneau explicatif avec
intégré dedans des petites devinettes, des énigmes à trouver pour les enfants, pour les familles. Et donc l'intérêt c'est en lisant le panneau, ils ont cette petite devinette et qu'ils apprennent à trouver, identifier des informations. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on a un mot mystère à trouver. Donc une fois qu'ils ont trouvé le mot mystère, on leur explique ce que ça veut dire. Sur toute la visite là? Sur toute la visite, sur tous les panneaux, vous avez un petit jeu famille. Du famille parce que des fois ça peut être un petit peu compliqué à lire, par exemple tout ce qui est un peu néogothique, renaissance, des choses comme ça. Donc là, petit jardin sauvage, qu'on souhaite garder un peu sauvage contrôlé, toujours, on est vraiment dans cette configuration-là. Ici vous avez des souches de bois qui sont restées là ici, mais pour une vraie raison, c'est parce que les insectes en ont besoin pour se développer. Donc on les laisse ici. Vous avez d'ailleurs des champignons qui, selon Arnaud Delacroix, pourraient être reliés aux autres champignons par des filaments, etc. Donc c'est assez intéressant quand on découvre ça, on est un peu waouh. Voilà. Donc c'est un château de très nature. Hein. Oui, c'est un château très nature, une ruine romantique végétalisée, si vous voulez. On tient à ce que le végétalisé soit dans l'explication, dans le nom, puisque forcément les arbres sont très présents, ils font partie intégrante du lieu, ils sont en symbiose, en harmonie, et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux visiteurs qui viennent. Donc certains peuvent être un peu surpris de voir de la végétation et de savoir que cette végétation restera toujours là, mais on leur fait bien comprendre que la restauration c'est la cristallisation et c'est de garder la végétation à l'intérieur. Alors ça c'est la nouveauté 2020. Nous allons pouvoir traverser la passerelle et aller de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il y avait à la place là, ici? Alors il y avait une passerelle déjà, mais elle était pas très bien organisée, elle tenait plus très bien et surtout on n'avait pas l'autorisation de passer ici puisqu'en fait on a un droit de passage qui nous permet de faire tout le tour du château. Donc là la plus belle façade également, qui est la façade vénitienne. Donc là, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que, il faut vraiment le savoir, c'est que cette façade-là n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Puisque dans la restauration, lorsque Aimé Alexandrine Ardoin a entrepris les travaux, il y a eu un moment donné où ils n'avaient plus suffisamment d'argent pour s'occuper des travaux. Et donc par exemple, les niches que vous avez là, donc ce sont les quatre niches, vous avez des dais, sinon c'est des espèces de morceaux de pierre ronds, qui auraient dû accueillir des fleurons. Et là, justement, ils n'y sont pas, donc ce qui prouve que la redécoration, la reconstruction et les travaux n'ont pas été terminés. On est vraiment ici sur une façade où ce qui caractérise véritablement la ruine, le château néo-gothique, néo-renaissance, cette folie architecturale du 19e siècle. Également des fenêtres à meneaux et surtout des accolades gothiques qui sont typiques du néo-renaissance, néo-gothique. Alors, petit effet d'optique, lorsque vous regardez juste au-dessus, on a la flèche de la tour de l'horloge. Et là, grâce à un effet d'optique, on a l'impression qu'elle est droite. Or, elle est totalement tordue. Vous la voyez? Oui. Donc là, voilà. Ça se voit pas du tout, effectivement. Donc là, on a l'impression qu'elle est droite. Et c'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Donc là, nous avons la chance de pouvoir traverser le champ des brillants, qui nous ont autorisé à passer avec cette convention. Alors ici, il faut bien regarder, puisqu'à chaque fois que vous avez un arbre, vous avez un petit moment où il n'y a pas de végétation, ce qui vous permet d'avoir de superbes points de vue. Là, par exemple, ici, si on se rapproche, si on regarde bien, on a notamment les fioritures qui se trouvent au-dessus des fenêtres à meneaux et qui sont en parfait état. Alors, il faut savoir qu'après l'incendie de 1932, on a des photos qui montrent que la lucarne qui est tout au-dessus était encore debout. Et malheureusement, avec l'usure du temps et comme le château a été vraiment totalement abandonné, la lucarne est tombée dans l'eau. Il a été abandonné, disons que le château a été abandonné, mais le domaine existait toujours. Il y avait toujours une exploitation, notamment dans l'orangerie, dans les dépendances. Tout le domaine aux alentours, dans les jardins, ont été transformés en terre agricole, si vous voulez. Donc le château a été abandonné, mais le domaine en général était toujours exploité, si vous voulez.
Excusez-moi. Tu peux passer avant nous. Merci. Alors, juste ici, on a la façade qui nous fait penser à un château en particulier, c'est Hazel Rideau. Donc là, si logiquement le château était encore en parfait état, on verrait bien les deux échauguettes de chaque côté, et puis surtout les douves qui reflètent la façade. L'orangerie a servi d'appartement après l'incendie en fait, de 1932 pour la famille Lejeune qui s'y sont installés. Faut savoir qu'autrefois, donc au temps d'Alexandrine Aimé Ardouin, plus de 300 orangers étaient entreposés dans l'orangerie. Juste par rapport aux bénévoles, les bénévoles qui viennent donc souvent de très loin, notamment dans la France, on a des bénévoles, des sœurs qui viennent qui font 500 km pour venir en fait faire des chantiers. Et lors de chantiers de bénévoles, justement, ils ont réussi à trouver des objets. Ils ont redécouvert le pavillon de chasse et tous ces petits objets, ces reliques un petit peu que les bénévoles ont retrouvés, on les mettra en fait dans un centre d'interprétation, un musée qui sera présent ici dans l'orangerie, qu'on appellera la Maison des Châtelains. Ce qui est marrant à voir, ce sont les visages des propriétaires qui ont refait en fait le château au 19e. Donc là ici vous avez le visage d'Aimé Alexandrine Ardouin avec son monogramme A et A inversé. Et de l'autre côté, vous allez retrouver le visage de Jacques Ardouin, avec son monogramme également, parce que dans son prénom, il y avait Auguste également. Plusieurs prénoms, dont Auguste Ardouin. Donc voici devant la tour de l'horloge, donc seule partie du château qui a été sauvée par les pompiers après l'incendie du 13 mars 1932. C'est assez paradoxal. Mais ils n'ont pas pu sauver le château puisque les douves entouraient le château. Donc les douves qui est de l'eau, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser l'eau des douves pour éteindre l'incendie. Mais comme les lances n'étaient pas suffisamment puissantes à l'époque, ils n'ont pas pu faire tout le tour et donc sauver le château. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que cette partie-là qui a été sauvée, tout simplement parce qu'ils pouvaient atteindre avec leurs lances. Si vous voulez, vous avez les fondations qui sont du XIIIe siècle. D'accord, ça n'est que les fondations. Mais voilà, tout le reste a été transformé, donc déjà par Rochechouart qui avait fait des travaux, mais notamment surtout par Aimé Alexandrine Ardouin et son père, François Fidèle Hencar, qui lui avait fait des travaux en fait d'urgence. Il avait créé en fait les orangeries, les dépendances, des choses comme ça, dont un cellier également. Mais vraiment c'est Aimé Alexandrine Ardouin qui va faire les gros travaux et qui va transformer le domaine en folie architecturale du 19e. Donc là, parmi les nouveautés de cette année, donc on peut faire le tour On entier. peut faire le tour, on a les panneaux et vous avez la cour intérieure. Qu'on peut aller visiter, ce qu'on est en train de faire là. Voilà, exactement. On va juste attendre un petit peu. D'accord, il faut... Voilà. Faut qu'on ne soit pas trop nombreux par rapport aux précautions Covid, justement. On essaie de faire attention. Donc déjà, le masque est obligatoire dans l'accueil. Nous, on a nos visières, on a un petit espace vitré. Et puis tout ce qui est en boutique, on ne laisse pas le personnel, on ne laisse pas les visiteurs toucher. Nous, on se désinfecte les mains, on leur montre les produits et si jamais ils sont intéressés par un produit, donc on va leur chercher en boutique et en arrière-boutique, c'est la vente. Et voilà, on essaie de vraiment éviter qu'il y ait des contacts. Voilà. Donc là, c'était vraiment ce qui a été beaucoup demandé et attendu par les visiteurs, c'était de voir l'intérieur. Là, ici, vous avez l'escalier d'honneur, donc voilà, qui est en très bon état de conservation. Donc l'intérieur, c'est un mélange de pierre et de nature. Voilà, hein. c'est tout à fait ça. C'est la végétation qui a repris ses droits à partir des cendres de l'incendie, puisque les cendres vont former une sorte de terreau qui va faire partir en fait la végétation, sachant qu'on est dans une cour extérieure, il n'y avait pas de toit ici, donc les cendres de l'incendie vont se reposer au sol, la pluie va pouvoir passer, les oiseaux vont notamment investir les lieux, ils vont ramener les graines, donc avec tout ce mélange on va obtenir ces arbres qui vont pousser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on a une végétation qui s'autorégule naturellement, il n'y a aucune intervention de l'homme. Par exemple, ici au sol, vous allez voir des petits arbres qui vont pousser, mais qui vont mourir naturellement également. Vous voyez vraiment un équilibre qui s'est formé naturellement. Vous ressentez un peu cette fraîcheur naturelle, également, qui est aussi présente dans les puits.
On va retrouver donc notamment des fougères, de la mousse, tout ce qui est présent aussi dans les puits. Et puis surtout, les arbres se sont posés naturellement sur les tomates. Si vous voulez, si on enlève les arbres, on va retrouver les tomates en dessous. Les racines, vous pouvez les voir, se sont simplement étalées, mais elles n'ont pas percé dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et là, le but même de la restauration, ça n'est pas d'enlever tout ça? Absolument pas. Absolument pas, on souhaite le garder. Comme vous pouvez le voir, les échafaudages ont bien été surélevés à une certaine hauteur pour éviter du coup d'étouffer la végétation. Les échafaudages ici ont respecté l'arbre qui se trouve juste là. Si vous voyez, il n'est même pas touché. Il y a vraiment un respect total de la végétation qui a repris ses droits. Donc nous sommes, si vous voulez, respectueux. Et surtout, voilà, c'est elle qui comment on dit, c'est elle qui fait la loi. Là, depuis que vous avez rouvert, là, l'accueil est comment? Là, vous avez du monde? Ah oui, là c'est... On a pas mal de monde. On a fait à peu près 300, 350, je dirais, pour la première semaine. Donc c'est assez important. On est très très contents. Ça marche super bien. Et puis pareil, on a donc Château de l'Ébopinay. On a un petit peu de monde aussi. La saison commence. Donc c'est super. Bonjour. Les gens sont contents de vous retrouver? Ah oui, on a été beaucoup sollicités, notamment par mail, par téléphone, quand est-ce que vous ouvrez, on a hâte de revenir, enfin voilà, on a été pas mal sollicités, les gens et sont très très contents de l'ouverture, très contents notamment de tout ce nouveau parcours qui a été proposé et surtout de rentrer dans l'intérieur du château. Ça c'était essentiel, on en avait trop besoin. Donc c'est super. Ouais. Malgré les contraintes Malgré les contraintes, vous voyez, ça n'empêche pas les gens de venir. Ils viennent avec leur masque, leur bonne humeur et tout se passe bien. Voilà. Fin de visite, je m'en vais voir quelques promeneurs qui, comme moi, découvrent le monument. Vous commencez la visite là? Juste, oui. Vous connaissez déjà le château ou pas? Non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà de vous? Il est très bien. Il a l'air bien, On était venu une fois déjà. Ah, déjà, vous connaissez? Non, Une fois, mais juste... Quand ça commençait donc au niveau de la télé en parlait. Donc voilà, comme on avait venu. Et puis aujourd'hui, j'ai dit, bon, environ on est à 50 km d'ici. Donc j'ai dit, bon, on va aller voir depuis comment ça se passe, quoi. Et moi je dis, c'est superbe. Hein. Oui, c'est le début, on n'a pas trop vu. Mais on commence juste là, c'est mignon. Hein. Vous êtes content d'être revenu ici? Ah oui, ça c'est sûr. Moi je suis passionné de château, c'est vrai que aujourd'hui c'est mon plaisir. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir là aujourd'hui? Alors, on avait entendu parler de l'histoire du château, on avait vu ça dans la presse et tout. On est curieux et amoureux du patrimoine. Et on a profité que notre garçon soit là ce week-end pour dire tiens, on va faire une petite visite ensemble. Et on a choisi de venir ici. Voilà. Vous l'aviez jamais vu là? Non, en vrai non. Donc voilà. C'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. Et puis la découverte, on est très curieux de tout ça. Et moi j'aime bien visiter ce qu'il y a dans la Vienne, parce qu'on est de la Vienne, voir ce qu'il y a quand même près de chez nous. Ça me semble dans un premier temps intéressant. Et puis après, on ira voir ailleurs. Mais voilà. Mais je suis admiratif parce que c'est un beau challenge. Bon, faire venir des visiteurs dans le nord de Sèvres, déjà, c'est pas rien. Et ensuite... Norvienne, hein? Il y en a, oui, mais c'est bien. Non, Norvienne, oui, parce que je viens de voir aussi leur château d'Artagnan, qui est le Breuil, je viens de dire à mon mari, le Breuil sous Argenton, je sais. Mais c'est un beau challenge, enfin, ils ont le moral, hein, parce que c'est pas gagné comme projet. Mais je trouve qu'ils ont du courage, c'est bien. Et la visite en soi, ça vous a plu ça? Ah ben nous on a fait la visite libre, hein. On n'a pas fait la visite guidée parce qu'elle était pleine d'abord. C'était à 16h et c'était complet parce qu'il y a 9 personnes pour les raisons que vous savez. Donc on n'a pas fait la visite guidée. Donc là je ne peux pas vous parler du produit visite guidée. Bon, les panneaux sont bien faits. Peut-être, pour moi, hein, un petit peu trop dire finalement c'est tendance écologique. Là on a parlé des petites bêtes, des végétaux, etc. Bon, c'est la mode. C'est plus l'aspect architecture qui vous intéresse. Oui, 19e. Et là, sur le fait de cette espèce de mouvement au 19e, de folie néo-gothique, néo-renaissance, néo tout ce qu'on veut, là c'est un peu léger. Hein. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est leur choix. C'est pas grave. Et puis même quand on interroge sur les carrières de pierre, les choses comme ça, ou alors les recherches ne sont pas faites. Hein.
Parce que la preuve, on ne connaît pas l'architecte. Hein. Ouais. Vous avez vu, Ouais. on met quatre hypothèses. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, il n'y a rien sur la dernière famille, enfin celle qui a fait construire. On se disait avec mon mari, bon, il fallait une fortune considérable pour acheter 1500 hectares, ce domaine, faire construire les écuries qu'on a aperçues, etc. Mais là, on ne sait pas. On reste un petit peu sur sa faim. Ouais. Oui, bon, Vous êtes guide vous-même, c'est oui, ça? à Poitiers. D'accord. Alors bon. Vous avez Mais- un petit peu d'exigence par rapport à ça. Oui, voilà, par rapport au public, je suis un petit peu exigeante. Et puis, j'ai toujours un peu... C'est pas qu'un décor, enfin, il y avait une volonté derrière, il y avait une mise en scène, il y avait quelque chose d'ostentatoire. Enfin, là, on est passé un peu à côté. Bon, mais là, je suis exigeante, comme vous dites. Ces jeunes, c'est bien, ils ont le moral, hein, je trouve que c'est sympa, ça, c'est très très bien. Et puis, ça fait vivre la région un peu, hein, c'est bien. Il y rural. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Dans l'œil du coronavirus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à laurent.gaudens@nr-cp.fr. En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite.